VOA Afrique. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Washington Forum. Jacques Aristide en direct de New York. Plein feu cette semaine sur les liens que le Cubain Fidel Castro entretenait avec l'Afrique. Le leader Máximo est décédé vendredi dernier à l'âge de 90 ans. Héros pour certains, dictateur pour d'autres, le père de la révolution cubaine est connu pour avoir soutenu des luttes de libération sur le continent africain. Nelson Mandela le considérait comme son ami, mais pour Donald Trump, Fidel Castro n'était qu'un tyran. Quel est le poids historique de l'ex-président cubain et pourquoi le malaise de certains gouvernements vis-à-vis de son héritage? Notre décryptage à venir. Washington Forum. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à Washington Forum. Dans quelques petites minutes, nos invités nous livreront leurs analyses. Mais d'emblée, gros plan sur le rôle qu'a joué Fidel Castro sur le continent africain, en Afrique australe notamment. Eric Manirakiza nous propose ce coup d'œil dans le rétroviseur. Dans les années 60, le jeune révolutionnaire jeta son dévolu sur un continent sous l'emprise d'un vent de révolte indépendantiste. Il a défié l'Occident en engageant son armée dans différentes guerres contre le colonisateur. L'armée cubaine a ainsi laissé son empreinte en Éthiopie et dans l'ancien Congo belge. Mais pour Fidel Castro, les plus belles pages d'internationalisme ont été écrites en Angola, où dès 1965, des soldats et des conseillers militaires sont venus prêter main forte au mouvement populaire de libération de l'Angola MPLA, dirigé par Agostinho Neto. 1976, les Angolais sont reconnaissants, ils le sont toujours aujourd'hui. Les prouesses militaires de l'armée cubaine ont été décisives dans la décolonisation de la Namibie et dans le démantèlement de l'apartheid en Afrique du Sud. L'histoire et la mémoire africaine garderont le souvenir de la bataille de Cuito-Cuanaval, où les forces cubaines et angolaises ont défait les rebelles de l'UNITA et leurs alliés sud-africains, redessinant la géopolitique en Afrique australe. En juillet 1991, Nelson Mandela s'est rendu à La Havane pour exprimer à son ami Castro ses vifs remerciements pour son soutien militaire. Fidel Castro a aussi renforcé la coopération sud-sud en envoyant des médecins cubains un peu partout en Afrique et octroyant des bourses d'études aux jeunes Africains. Son frère Raoul a souligné que son œuvre survivra pendant des siècles. Eric Manirakiza, merci bien. L'heure d'entrer dans le vif du sujet avec nos invités. Avec moi sur ce plateau, l'historien d'origine congolaise, Ngemiya Alenghi. Également scientifique, il est l'auteur de plusieurs ouvrages et a notamment enseigné au Malcolm King College et City College de New York. Via Skype de Washington, l'écrivain ivoirien Amadou Koné, quelqu'un qu'on ne présente plus dans Washington Forum, professeur de littérature francophone et de culture africaine à l'université de Georgetown. Et depuis l'île de la Réunion, voisine de mon île Maurice, Salim Lamrani, maître de conférences à l'université de la Réunion. Il écrit principalement sur Cuba et ses relations avec les États-Unis. Professeur Koné, je vais commencer par vous. Comment pouvez-vous résumer l'aventure de Castro en Afrique? Bien, je crois que le documentaire que vous venez de passer a souligné certains aspects de l'intervention de M. Castro en Afrique. Je crois que son rôle en Afrique a été extrêmement important et ce rôle, il commence à le jouer très tôt, déjà avec l'Algérie en 1962. Il donne son soutien à Ahmed Ben Bella. Ensuite, il va intervenir également en Guinée-Bissau avec Amilcar Cabral. Et cette intervention est extrêmement importante parce que à cette époque-là commencent réellement les guerres portugaises, de décolonisation portugaise. Et M. Castro et son aide vont peser dans cette lutte et ses prolongements en Afrique australe. C'est ainsi que l'action
de Cuba en Angola sera déterminante. M. Castro va soutenir Neto et il va lutter contre l'UNITA des Swambi, soutenu par l'Afrique du Sud. Là, il obtient des victoires déterminantes, n'est-ce pas? Et notamment la victoire de Quito en 1988. Et cette victoire n'est pas seulement une victoire de guerre, mais c'est également, du point de vue de la géopolitique, comme disait votre documentaire tout à l'heure, c'est une victoire qui a une signification très, très importante parce qu'elle va avoir un impact sur la Namibie et peut-être d'une certaine façon un impact sur la lutte contre l'apartheid menée par l'ANC. Oui. Oui. Et professeur, il faut dire quand même, l'épopée militaire de Cuba en Angola a duré 15 ans, avec l'appui matériel de ce qui était encore à l'époque l'Union soviétique, au plus fort de la guerre froide, n'est-ce pas? Et puis, en juillet 1991, lors de sa visite à la Havane, après sa sortie de prison, Nelson Mandela dira que l'écrasante défaite de l'armée sud-africaine, il l'a qualifiée d'armée raciste, face aux troupes cubaines à Quito, Conavale, fut une victoire pour toute l'Afrique. Ngemi Yalengi, était-ce donc un virage dans la lutte pour débarrasser le continent du joug de l'apartheid et de toute forme d'impérialisme? Oui, certainement, surtout que si nous regardons ce qui s'est passé après l'Angola, alors la Namibie a pu obtenir son indépendance et puis ça a aussi amené même la défaite du système d'apartheid en Afrique du Sud. Oui. Mais ça a aussi, l'Angola, le Cuba a aussi eu une influence très, très, très marquable, surtout dans l'Afrique de l'Ouest, sur principalement deux domaines à part, les anciennes colonies portugaises. Ouais. Alors, surtout, par exemple, dans le domaine de la santé. Oui, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure. Mais dites-moi, pour rester dans l'histoire, le compagnon de lutte de Castro, vous savez de qui je parle, l'Argentin Che Guevara, quelques années auparavant, lui, il ne recueillait pas vraiment de succès aux côtés des rebelles congolais. Vous êtes du Congo, face au pouvoir de l'époque à Kinshasa, qualifié de néocolonialiste. En tant que Congolais, que signifie pour vous cette tranche de l'histoire de votre pays ? Oui, ça a poussé peut-être le Zaïre à l'époque, sous le dictateur Mobutu, de commencer à penser à diversifier et à sortir des partis uniques. Mobutu était un allié quand même à l'époque. Oui, c'est pour cela que Che Guevara et le Cuba appelaient ça le néocolonialisme. Et puis il faut noter aussi que même pendant la guerre de l'Angola, Mobutu, le Zaïre, jouait le rôle des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire de l'Ouest, contre les Cubains et la Russie, comme vous avez mentionné, qui supportaient le gouvernement de l'Angola de Neto. Donc voilà, c'est pour cela que les Cubains ont qualifié le Zaïre, le Congo, à l'époque, de néocolonialiste. Voilà. Alors, outre son soutien militaire, Cuba, sous Castro, s'est engagé dans le domaine médical, comme vous venez de le dire, en Afrique et offre des bourses d'études aux jeunes Africains. Salim Lamrani, pourquoi une telle implication de Cuba en Afrique? Les Cubains cherchaient-ils ou cherchent-ils à exploiter les ressources naturelles dont regorge le continent? Alors, je crois qu'il faut rappeler les trois facettes qui caractérisent le personnage de Fidel Castro. Fidel Castro est d'abord l'architecte de la souveraineté nationale qui a réussi à faire de Cuba une nation indépendante. C'est ensuite un réformateur social qui a mis au centre de son projet de société l'être humain en universalisant l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à la culture, l'accès au sport, l'accès au loisir. Et c'est enfin, et c'est sa troisième caractéristique, c'est un internationaliste qui a toujours tendu une main fraternelle aux peuples du Sud et notamment aux peuples qui luttaient pour leur émancipation, et c'est ce qui explique l'intervention de Cuba en Afrique. Cuba, comme l'ont rappelé les précédents intervenants, a joué un rôle déterminant dans la libération de l'Afrique australe.
il convient de rappeler ce que disait Nelson Mandela lors de son voyage à Cuba. Il disait: quel autre pays pourrait prétendre à plus d'altruisme que celui que Cuba a appliqué dans ses relations avec l'Afrique? Et je crois que cette citation de Nelson Mandela répond en quelque sorte à votre question. Contrairement aux autres nations qui sont intervenues en Afrique pour piller les richesses de ce continent, le seul pays qui est intervenu pour défendre le droit des Africains à l'autodétermination, à la dignité et à la liberté, c'est la nation cubaine, c'est le peuple cubain et c'est Fidel Castro. Et je crois que c'est ce qui explique la popularité de ce personnage, non seulement en Afrique, mais également en Amérique latine, en Asie, puisqu'il est perçu comme étant l'archétype de la lutte contre l'oppression. Oui. Il est perçu comme étant le vecteur, disons, d'un message universel d'émancipation. Et c'est ce qui explique... Oui, mais personnage controversé quand même, Salim Lamrani, je m'excuse de vous interrompre, parce qu'en Occident, nombreux se disent indignés par la pluie d'éloges après la mort de Fidel Castro. Pour eux, il était l'un des derniers dictateurs communistes de la planète qui s'était agrippé au pouvoir pendant près de 50 ans, un homme qui a fait régner la terreur sur son île et qui était accusé d'avoir soumis les 11 millions de Cubains à la pauvreté collective. Amadou Koné, cette image de tyran est-elle justifiée? Bien, il est certain que M. Castro ne fait pas l'unanimité dans le monde entier. Et cela s'explique par les différents intérêts, par les positions idéologiques, par toutes sortes de facteurs. En Afrique même, il y a certainement un groupe d'Africains, d'intellectuels, d'États, n'est-ce pas, qui considèrent M. Castro comme quelqu'un qui a été très, très utile à l'Afrique, à l'indépendance de l'Afrique, n'est-ce pas. Et puis, il y a une catégorie d'États, de responsables politiques qui ne le considèrent pas de cette façon. Mais en Occident, ce contraste est encore plus grand. Par exemple, à sa mort, on a eu les éloges du Premier ministre du Canada et cela a soulevé un tollé, n'est-ce pas? Les gens ont été très émus parce qu'ils pensaient que ce n'étaient pas des éloges mérités. Et puis, M. Obama... Et d'ailleurs, finalement, professeur, il ne va pas se rendre aux funérailles de Castro mardi. Hein. Je ne sais pas si ça intervient après toutes les critiques qui ont été formulées, après les éloges qu'il a fait à Castro. Exactement. Et quand on lit le message de condoléances du président Obama, on voit qu'il est très nuancé. Parce que l'idée est que l'histoire jugera, n'est-ce pas? Il laisse la chose à l'histoire. Mais effectivement, il y a le côté tyran. Il y a le côté, vous savez, avec tous ces grands hommes. Il y en a eu aussi en Afrique, comme Sékou Touré. Il y a l'aspect révolutionnaire qui lutte pour l'Afrique. Et puis de l'autre côté, il y a ce qu'il a été obligé de faire, n'est-ce pas, pour accomplir cette tâche. Et chez lui, effectivement... Oui, qui vient avec son lot de critiques, effectivement. Oui. Professeur, je vous propose 2 commentaires Facebook. Doumbla Adama, l'Afrique est fidèle à Castro car nous avons les mêmes besoins, indépendance, liberté, développement et la non-ingérence. Et Lori Tracy Sambamposhi, Kinshasa, Castro a eu un impact positif et négatif en Afrique. Voilà qui résume un petit peu votre opinion, professeur. D'une part, il a réveillé l'esprit du respect de la souveraineté des États africains et a permis aux dirigeants africains de se lever contre le néocolonialisme. D'autre part, malheureusement, l'homme n'était pas parfait. Certains leaders africains ont pris l'exemple de sa lutte pour en faire des propagandes de guerre et de génocide dans le but de rester au pouvoir le plus longtemps possible. Salim Lamrani, une petite réaction vraiment très rapide. Ces leaders africains mal inspirés par Castro pour se maintenir au pouvoir? Alors j'aimerais brièvement simplement réagir aux propos tenus auparavant lorsqu'on qualifie Fidel Castro de tyran. Je crois que aucun dirigeant au monde ne peut rester 30 ans à la tête d'un pays, puisque Fidel Castro était président de la République de 1976 à 2006, dans un contexte
d'hostilité, de guerre larvée de la part des États-Unis sans un soutien majoritaire du peuple. Et je crois que la diplomatie états-unienne installée à Cuba a été très lucide. Je fais référence à un mémorandum envoyé par Jonathan Farrar, qui était chef de la section des intérêts États-Unis à Cuba de 2009, dans lequel il dit « Il ne faut pas sous-estimer la popularité de Fidel Castro à Cuba et du soutien dont dispose le gouvernement de Raúl Castro à l'époque, parmi les classes populaires et les étudiants. » Donc je crois qu'il faut rappeler cette réalité. Pour ce qui est de la pauvreté, vous avez parlé de la pauvreté, oui. Je regrette, mais les institutions internationales contredisent votre point de vue. Oui. Selon l'UNICEF, le seul pays d'Amérique latine et du tiers-monde à avoir éliminé la malnutrition infantile, oui, c'est mais Cuba. Salim, d'autres vous diront que c'était plutôt le règne du parti unique, n'est-ce pas? Enfin, et, oui. Salim Lamrani, on va revenir sur cet aspect tout à l'heure. Voilà, n'allez nulle part ailleurs. Washington Forum revient après cette pause. La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. De retour avec vous dans Washington Forum. Gros plan maintenant sur l'avenir de Cuba et ses relations avec les États-Unis. Après la disparition de Fidel Castro, les deux anciens pays ennemis ont rétabli leurs liens diplomatiques en juillet 2015 après environ un demi-siècle de tensions. Mais Donald Trump, qui va remplacer Barack Obama à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain, a menacé de mettre fin au rapprochement américain avec Cuba si l'île n'offre pas plus de contrepartie sur les droits de l'homme ou l'économie de marché. Le compte-rendu de John Linden. La normalisation des relations entre Washington et La Havane a été obtenue après de longues négociations secrètes. Pour l'amélioration de leurs conditions de vie, les Cubains doivent encore patienter. Seul le Congrès peut mettre fin à l'embargo. Mais cela n'enlève en rien au caractère historique de cette ouverture. La visite d'Obama à La Havane a été un point fort de sa présidence. Je suis venu ici pour enterrer les restes de la guerre froide dans les Amériques. Les deux pays ont rouvert leur ambassade après plus de 50 ans. Les navires de croisière américains sont maintenant amarrés au port de Cuba et les avions en provenance des États-Unis peuvent désormais faire escale sur l'île. Mais la mort de Fidel Castro et l'élection du républicain Donald Trump soulèvent des questions sur le sort de ce réchauffement. Quelques jours après avoir dénoncé âprement le régime de Fidel Castro sur Twitter le jour de sa mort, Donald Trump a posé ses conditions pour permettre le rapprochement entre Cuba et les États-Unis initié par Barack Obama. Il a menacé de mettre fin au rapprochement historique avec Cuba si la Havane ne donnait pas plus de contrepartie en matière de droits de l'homme ou d'ouverture économique. Nous restons très fermement convaincus que lorsque vous rétablissez des relations diplomatiques, comme l'a fait le président Obama au cours des dernières années avec Cuba et Fidel Castro, que ça n'a aucun résultat positif. Pas sûr non plus que les prisonniers politiques soient libérés, ni que les Cubains retrouvent une vie sociale ou politique stable. Je veux dire, j'ai personnellement rencontré des victimes de l'oppression de Fidel Castro et je suis sûr que vous aussi. Le changement de politique d'Obama vers la Havane a également été critiqué par un certain nombre de législateurs des deux grands partis, parmi eux le sénateur Ted Cruz, dont le père est originaire de Cuba. J'espère vraiment qu'aucun officiel du gouvernement américain ne se rendra au funérail de Fidel Castro, que nous ne verrons pas Barack Obama ou les autres démocrates aller faire la queue et donner de l'importance à un tyran meurtrier, à un voyou. Les funérailles de Fidel Castro se tiendront le 4 décembre. Barack Obama n'y sera pas. Bien que le futur des relations politiques envers la Havane soit incertain, Trump et Obama s'accordent à dire que le peuple cubain peut compter sur l'amitié des États-Unis.
John Lyndon, merci bien. Nous retrouvons nos invités, l'historien Ngemiya Alenghi, qui a notamment donné cours au College of New Rochelle et qui a traduit en anglais l'œuvre maîtresse du Sénégalais Cheikh Anta Diop, Civilisation ou barbarie. Également avec nous, l'écrivain et universitaire ivoirien Amadou Koné de l'université de Georgetown dans la capitale américaine et Salim Lamrani, maître de conférence à l'université de La Réunion. Il écrit principalement sur Cuba et ses relations avec les États-Unis, un aspect que nous allons justement aborder avec Salim Lamrani. Nous nous souvenons de cette poignée de main historique entre les présidents américains Barack Obama et cubain Raúl Castro en décembre 2013. C'était à Soweto lors de la cérémonie d'hommage à Nelson Mandela, le signe qu'une page était en train de se tourner. Alors effectivement, un an plus tard, le rapprochement était annoncé. La mort de Fidel Castro va-t-elle davantage rapprocher les États-Unis et Cuba, d'après vous? Tout dépend en définitive des États-Unis, parce qu'il faut rappeler que le conflit entre Washington et La Havane est un conflit asymétrique. Il y a d'une part une puissance, les États-Unis, qui imposent des sanctions économiques à Cuba. L'agression et l'hostilité est unilatérale, puisque ce sont les États-Unis qui occupent de manière illégale et illégitime une partie du territoire souverain de Cuba, et ce sont les États-Unis qui exigent un changement de régime. Donc je crois que le président Barack Obama a fait un constat très lucide lorsqu'il a décidé d'accepter de dialoguer avec La Havane, puisqu'il s'est rendu compte que la politique d'hostilité était anachronique, elle remonte à la guerre froide, elle était cruelle puisque les sanctions économiques affectent les catégories les plus vulnérables de la population et qu'elle était en définitive inefficace puisqu'au lieu d'isoler Cuba sur la scène internationale, elle a isolé les États-Unis puisque même les alliés les plus fidèles des États-Unis exigent une levée des sanctions économiques qui constituent le principal obstacle au développement du pays. Donc je crois qu'il faudra poser la question au prochain président des États-Unis, soit-il entretenir des relations cordiales et pacifiques avec Cuba ou soit-il revenir à une politique de confrontation et d'hostilité? Oui, justement parce qu'il y a eu cette mise en garde de Donald Trump, Ngemiya Alenghi. Alors vous pensez que cela est de mauvais augure pour cet accord négocié sous l'administration Obama et La Havane? Non, je ne pense pas, surtout parce qu'il faut tenir compte des peuples. Et le peuple cubain, alors il y a un pourcentage de ce peuple qui est maintenant aux États-Unis, surtout en Floride. C'est-à-dire les deux peuples veulent que ce rapport puisse encore avancer au-delà de là où ça se trouve maintenant, c'est-à-dire qu'il y ait ouverture. Donc, Donald Trump va tenir compte de ça, parce que ce peuple qui a voté ici aux États-Unis d'Amérique, dans 4 ans, ils vont encore revoter. Et alors, cela veut dire que lui, Donald Trump, il va tenir compte non seulement du principe de cette ouverture et pour qu'il encourage la démocratie sur l'île de Cuba, mais Donald Trump sait qu'il va négocier, c'est-à-dire pour non seulement construire sur ce que Obama a commencé, mais à aider le Cuba à se développer, c'est-à-dire comme ça, l'ouverture va encore permettre aux Cubains des deux côtés, du Cuba et des États-Unis, de pouvoir se retrouver en tant que famille, en tant qu'amis, en tant que frères. Oui, mais les émigrés politiques des débuts de la révolution cubaine, dont ces exilés à Miami qui ont fêté la mort de Fidel Castro, on l'avait vu, il y avait ces images qui passaient en boucle sur les chaînes américaines, donnent plutôt raison à Trump. Pour eux, le système judiciaire est sous contrôle politique, l'entreprise privée une illusion. Ils accusent le régime cubain de filtrer sévèrement l'accès à Internet. Quant au dernier rapport d'Amnesty International, il recense pour l'année 2015 près de 10 000 arrestations d'opposants et d'activistes. Amadou Koné, les relations entre Cuba et les États-Unis seront-elles plus tendues sous l'administration Trump, d'après vous? On ne peut pas le dire encore, à mon avis. Je crois qu'il faut attendre, car il y a eu jusqu'ici ce que M. Trump a pu dire pendant la campagne électorale, et il n'est pas certain que tout ce qu'il a dit se concrétise par l'action. Je crois que M. Obama a mis fin à une politique inefficace et qui a duré pendant très très longtemps, et que même ceux qui sont opposés à cette ouverture ne sont pas opposés à l'ouverture elle-même. Ils sont opposés à la forme de l'ouverture,
certains pensent avoir plus de contrepartie, pouvoir contraindre le régime cubain à faire des concessions dans certains domaines comme le domaine des droits de l'homme. Mais je pense que cette ouverture va se poursuivre. Même si on n'a pas atteint un point de non-retour, il me paraît très très difficile de revenir en arrière. Alors, je vous propose maintenant deux autres commentaires Facebook. Djenebou Guediama Mariko, Mali. L'embargo n'est pas la solution contre Cuba, qui n'est pas le seul pays communiste dans le monde. Et Hyacinthe tweet, Lubumbashi, RD Congo, l'époque des blocs capitalistes et communistes est révolue. Cuba ne lutte plus et n'est point en guerre contre les États-Unis. Le rapprochement entre les deux pays est sur une bonne lancée. Ce serait bien dommage de remettre en cause tous ces efforts obtenus au prix fort. Voilà. Merci bien pour vos commentaires, nombreux commentaires Facebook et sur la page de VOA Afrique. Un petit salut à tous nos Facebookers comme Hyacinthe et Larissa Ngoma à Lubumbashi. Voilà, très rapidement revenons à nos moutons. Qu'en est-il de l'ouverture économique de Cuba, Salim Lamrani? Alors, un petit mot rapidement sur la question des droits de l'homme et je vous répondrai. Je crois que le président Donald Trump, qui exige des changements sur la situation des droits, au niveau de la situation des droits de l'homme à Cuba, serait inspiré de lire le dernier rapport d'Amnesty International à ce sujet à Cuba et de le comparer avec le rapport d'Amnesty International sur la situation des droits de l'homme aux États-Unis. En comparant les deux rapports, on se rend compte que le plus mauvais élève n'est pas celui que l'on croit. Et en définitive, je crois que Donald Trump et les États-Unis en général ne disposent pas de la légitimité nécessaire pour disserter sur la question des droits de l'homme. Pour ce qui est du modèle économique à Cuba, il faut rappeler que Cuba est une nation souveraine et qu'il revient aux Cubains de décider de leur système politique, de leur modèle social et de leur modèle économique. Ce n'est pas à Donald Trump ni aux États-Unis d'imposer un modèle, puisqu'on parlait d'économie de marché. Je crois qu'il faut rappeler que selon le droit international, depuis le congrès de Westphalie de 1648, il y a une égalité souveraine entre les États et il y a un principe qui s'appelle la non-ingérence dans les affaires internes. Donc je crois qu'il revient au Cuba. On a abordé cet aspect. Oui, je voudrais terminer là-dessus vraiment très rapidement. Salim Lamrani, l'ouverture de Cuba et son rapprochement avec les États-Unis, s'il se poursuit évidemment sous l'administration Trump, qu'est-ce que cela pourrait signifier pour des régions comme l'Afrique? Oui, moi je crois que cette ouverture-là, c'est une ouverture naturelle parce que le monde n'est plus divisé comme dans les temps de la guerre froide, où on avait un coin communiste et un coin capitaliste. Aujourd'hui, c'est surtout l'économie du marché, surtout la démocratie, parce que même en Russie maintenant, il y a la privatisation des industries communistes où l'État contrôlait tout cela. Donc même au Cuba, le gouvernement de Castro a dû libéraliser un peu l'économie parce qu'ils ont vu que cette économie du marché, ça n'a pas d'idéologie, mais surtout ça essaie de développer l'économie pour le bien du peuple. Donc moi je crois que ça va continuer pour l'Afrique aussi, mais pour l'Afrique il y a un point négatif, c'est-à-dire que le point de ces dictateurs qui veulent s'éterniser au pouvoir et qui veulent contrôler tout, ce qui nuit à cette économie, à cette ouverture. Mais autrement, le Cuba aujourd'hui est représenté dans plus de 35 pays africains où il y a cette assistance dans le domaine médical et en agriculture. Voilà, c'est un peu l'évolution naturelle des choses, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, et merci à nos invités, merci aux équipes de Washington et New York, et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous une fois encore cette semaine. C'était Jacques Aristide à New York. À la prochaine. Take care. Merci bien.